Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est votre instant. Une émission dans laquelle nous revenons sur le feuilleton diffusé dans votre journal. Un feuilleton consacré cette semaine à la jeunesse du pays. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux jeunes Kanaks qui ont quitté leur tribu ou leur commune pour leurs études ou alors pour acquérir de l'expérience professionnelle et qui ont décidé d'y revenir. Alors pourquoi et comment explique-t-on que ces jeunes décident de rentrer chez eux? Quelle est leur source de motivation? Mes invités du jour tenteront de répondre à ces questions. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors John Passa, vous êtes en direct de notre studio de Nouméa, vous êtes sociologue. Oui. Joannick Takamatsu, donc vous êtes gérant d'ASNAC sur Canala, donc on vous a suivi cette semaine d'ailleurs dans l'un de nos reportages. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Merci. Donc avant de découvrir l'extrait du reportage qui a été diffusé ce lundi dans votre journal, j'aimerais vous faire agir par rapport à une citation de Victor Hugo, alors qui dit « On s'en va parce qu'on a besoin de distraction et l'on revient parce qu'on a besoin de bonheur ». Alors qu'en pensez-vous? Bien sûr, là, le mot distraction, c'est à le prendre dans un sens vraiment large. Alors John, une petite réaction? On a toujours besoin de se déraciner un peu. De se déraciner parce qu'on a besoin de se confronter. C'est-à-dire que la confrontation avec l'autre, ça permet aussi de nous asseoir là où nous sommes et de nous sécuriser. Nous sécuriser sur les rencontres à venir. Donc oui, on a toujours besoin de l'autre. Donc cet autre-là fait partie de la construction des humanités. Joannick, une petite réaction par rapport à cette citation? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Comme il a bien dit John, c'est vrai que on a besoin de partir pour mieux revenir, pour pouvoir construire ce qu'on avait en projet, quoi. Alors messieurs, je vous propose tout de suite que l'on découvre un extrait du reportage qui a été diffusé ce lundi dans votre journal, un reportage de Faustine Lefranc. Je suis parti d'abord pour les études et surtout parce que je ressentais le besoin de partir pour pouvoir m'accomplir, faire des expériences. J'ai fait à peu près 10 ans sur l'aéroport de Genève et donc j'ai été responsable grand compte pour Qatar. Bon, c'est là où j'ai rencontré mon épouse et on a décidé d'avoir des enfants et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic et de toute façon je voulais rentrer. Alors John, lorsque l'on vit depuis longtemps en France comme Sylvain et que l'on décide de revenir chez soi, donc lui il est revenu donc sur Lifou, est-ce simple de reprendre le rythme de la vie en tribu? Non, c'est pas simple du tout. C'est-à-dire que partir aussi longtemps et revenir, ça suppose qu'on a gardé. On a gardé le lien, on a gardé les éléments qui nous ont structurés depuis petit. C'est-à-dire que si on est parti à l'adolescence ou un peu après pour les études ou pour des, comme disait M. Ichema, pour partir un peu pour se confronter à l'extérieur, s'accomplir, c'est être prêt à revenir. Mais ça, c'est cette préparation-là ou le background culturel avec lequel on est parti qui va nous assurer un retour qui serait un retour apaisé. Tous les Kanaks qui sont revenus, qui sont restés très longtemps, ils n'ont pas forcément repris pied dans leur propre culture. Ils sont aussi perdus, comme s'ils étaient sur une terre un peu étrangère. Et justement, la vie à la tribu, c'est aussi participer aux coutumes donc, de mariage ou aux activités donc, de la tribu, même en trouvant du travail. Est-ce que cela peut représenter un frein? C'est pas un frein. C'est vrai que on met toujours en opposition à la fois sa vie professionnelle et sa vie coutumière. Alors qu'il n'y a pas d'opposition à avoir, les gens s'organisent toujours en fonction. Si les gens ils vont prendre, en tout cas pour ceux qui travaillent, dans leur congé pour aller faire les coutumes, c'est-à-dire que les gens sont aussi concernés, ils se sentent concernés par la coutume. Donc il n'y a pas d'opposition à avoir entre la coutume d'un côté et puis ses devoirs coutumiers et puis son travail professionnel. Et au-delà en fait de se réapproprier donc son identité, on entend parfois, cela fait partie, je dirais, des non-dits donc au pays que les personnes en fait qui réussissent à développer des projets en fait au sein de leur tribu sont jalousées. Quel regard vous portez par rapport à cela en tant que sociologue?
Bah, c'est un peu le... Je dis toujours, c'est un peu les clichés. C'est un peu les clichés qu'on véhicule parce qu'on a eu des échecs, pour certains, des échecs retentissants. Donc on va essayer d'en faire des cas, un cas général. Non, il n'y a pas... C'est en fonction à chaque fois des personnes, comment ils perçoivent leur réussite professionnelle, comment ils perçoivent leur vie statutaire, leur vie de Kanak occupant une fonction, et comment ils vont pouvoir faire la synthèse pour essayer de dégager une voie médiane. Qui fait à la fois la jonction entre leur vie professionnelle et leur vie coutumière. On a surtout des... Je dis que c'est un cliché parce qu'on a regardé un peu plus le côté des échecs et aussi les côtés des politiques publiques. Il y a eu des échecs pour des investissements et on traduit ça en termes individuels pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu réussir leur retour au pays parce qu'il y a le poids de la coutume. Moi, je pense que la coutume n'a pas de poids, n'a pas plus de poids pour quelqu'un qui travaille que pour quelqu'un qui vit à la tribu. Parce que celui qui doit vivre à la tribu, il faut aussi qu'il ait son champ. Donc le poids, la pression est la même. Il y a pas de, je ne fais pas de distinction. Okay. Joannick, donc toi jusqu'en 2014, tu as vécu avec ton épouse sur Nouméa, donc vous travaillez tous les deux, vous êtes rentrés sur Canella en 2017. J'imagine que tu essayais d'y retourner quand tu pouvais finalement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué en fait quand tu vivais à Nouméa, t'a manqué de ta vie donc chez toi dans ta commune? Ouais, c'est les relations qu'on a en tribu et tout ça, que les échanges, et c'est ce que m'a beaucoup manqué là. C'est les relations avec ta famille en fait. Ouais, avec la famille, avec les membres de la famille. Donc nous allons à présent, messieurs, découvrir donc un extrait de l'épisode qui a été diffusé ce mardi dans votre journal. Donc il s'agit de la petite Louane, dont les parents ont décidé de retourner chez son papa à Lifou. Et vous verrez que ce n'est pas simple pour elle, en fait, au niveau de l'apprentissage de la langue. Un reportage de Faustine Lefranc. On regarde. Je me souviens, j'étais assise. Et puis mon prof de géo, il est venu devant tout le monde et il a dit qui ne parle pas de géo. Puis après, moi j'ai levé le doigt. Puis en fait, j'avais trop peur. Après, quand on a commencé le cours, et tout le monde levait la main, tout le monde parlait de géo. Alors moi j'étais comme un petit peu triste et en plus je pensais à mes amis là-bas au collège à Coni. John, dans ce reportage, on comprend que les parents de la petite Louane donc, en fait, sont de cultures différentes. Hein. Je l'ai dit, en fait, ils retournent chez le papa. Donc, est-ce que c'est commun dans un couple mixte que le choix de la langue reste celui donc, du pays, j'allais dire, où on travaille? Donc le français, en l'occurrence? Oui, on le dit bien, l'expression, c'est langue maternelle. Je veux dire, quand on parle jamais des langues paternelles, parce que pour nous, c'est même dans l'analyse, si on parle de langue maternelle, c'est qu'on distingue bien les temps de vie. Donc, si les temps de vie des enfants, c'est avec leur mère, et depuis tout petit, leur mère parle le français, en l'occurrence ici, comme elle pourrait parler en langue. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en tout cas, je parlerai de mon entourage, où quand les mères ne sont pas françaises, et les enfants, tout au long de la journée, tout au long de la petite enfance, elles leur parlent dans leur langue à elles. Donc, c'est la langue maternelle qui s'impose. Après, tout dépend où vit ce couple-là. Donc, s'il vit encore un peu plus en France, comme c'est le cas, le français, c'est aussi l'environnement familier de ces enfants-là. Et si le père, lui, n'occupe pas sa place de transmettre, en tout cas des éléments de sa langue à lui, donc il laisse tout faire. Donc on peut, la petite, quand elle revient et puis elle veut s'intégrer, parce que apprendre la langue Jéhu, c'est s'intégrer. Mais elle voit le chemin à parcourir pour l'intégration par la langue et non plus par la culture, devient un chemin presque de souffrance, parce qu'elle est aussi cataloguée comme étant de l'Ifou, mais ne parlons pas de l'Ifou, donc elle n'est pas tout à fait de l'Ifou. Donc il y a toutes ces choses-là qu'un jeune doit pouvoir supporter. Et si, à la maison, on l'aide à supporter et à passer ce cap-là, elle va s'intégrer. Mais le chemin va être un peu plus long et plus compliqué. Donc, Joannick, est-ce que donc toi, tu es de Canala, donc c'est le Ralathieu. Hein, donc, est-ce que sur Nouméa, tu avais des proches avec qui parler la langue? Déjà, est-ce que tu parles le Ralathieu? Non, je ne le parle pas. Je le comprends, mais je ne le maîtrise pas. Et j'évite d'en parler, quoi. Tu ne regrettes pas de ne pas savoir parler, en fait, ta langue? Si, je regrette un peu, mais voilà, c'est pas de ma faute. Oui, c'est un choix, en fait, de tes parents. C'est un choix de mes parents.
D'accord. Donc justement, ça tombe bien que nous parlons, donc messieurs, de la langue, car c'est l'heure de notre chronique Bon à savoir. Jingle. Hop. Tac, tac, tac. Donc c'est parti. Donc en Nouvelle-Calédonie, il y a 8 aires coutumières qui sont le fruit, je le rappelle, des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Donc messieurs, vous allez voir, il y a une carte. Donc cette carte représente, c'est la carte de la Nouvelle-Calédonie et donc les différentes couleurs, ça correspond aux différentes aires du pays. Donc vous allez devoir me dire, bon c'est vrai que Joannick, tu es sur le plateau, j'aurais pu te dire de te lever, mais je vais le faire. Comme ça tu restes bien en face. Et John aussi à distance. Donc vous allez tous les deux me dire en fait, chaque couleur correspond à quelle aire. Donc je vais me rapprocher de l'écran. Tac. Alors attendez, il faut que je prenne le stylo. Voilà. Alors c'est parti. D'après vous, on va commencer par la couleur jaune. Alors je ne sais pas si John, vous voyez bien la couleur jaune. Bien. Alors jaune, je pense que là, forcément Joannick a la bonne réponse. Alors de quelle aire s'agit-il? L'air naturel. Très bien. Donc attendez parce que ça a pris jaune. Là, voilà. Parce que jaune sur jaune, on ne va rien voir. Hein. Donc du coup, alors je vais essayer de ne pas me tromper. Parce que c'est vrai qu'il y a des accents. Hop, là. Voilà. Tac, comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, à vous, John, quelle couleur? Je ne sais pas, mauve. Mauve, alors mauve, dites-moi. Doupéa Capomé. C'est ça, très bien. Alors. Bon, il ne faut pas que j'écrive trop gros parce qu'on ne va rien voir sinon. Alors. Voilà. Ensuite. Joannick, quelle couleur? Le gris. Le gris, alors le gris. Le Anjaro. Très bien. Bon, je vais écrire comme ça. Alors, parce que moi, il ne faut pas que je... Tac, tac, tac. Super. Tac. J'ai pas oublié. Voilà. John. Le vert. Alors, le vert. Haute-Mawap. Bien. Alors. J'ai fait une faute. Toc, toc. Non, c'est bon. Mais j'ai pris un peu gros, on va pas voir ici. Ah si. C'est un H. On va plus voir après les îles là. Alors ensuite. Joannick. En dessous de Haute-Mawap. Alors oui, Haute-Mawap c'est quoi? C'est la zone connue. Paiti Tchamuki, non? Paiti, oui. Très bien. C'est ça. C'est bien. Paiti. Alors, l'accent. Hop, bon c'est parti. On a fait déjà la grande terre. Maintenant les îles, ça va être plus simple. C'est parti, John. Négoné. Négoné, alors Négoné c'est où? La couleur, je ne vois pas trop. Bleu. Hein? Négoné, oui, marée. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu bleu, gris. Ouais. Oh là, mais on va rien voir ici si j'écris là. On efface comme ça. J'ai pris comme ça. Oh, ça fait un peu moche là, mais c'est pas grave. Enfin, je vais effacer après. Voilà, Négoné, tac. Ensuite. Géo. Oui. Très bien. Et le dernier, John. Yaï. Voilà. Tac. Attendez, avant de faire ça, je vais quand même gommer là. Voilà, c'est parfait. Donc justement, bravo messieurs. En plus, je crois qu'il faut que... Donc pourquoi je vous ai fait... Enfin, pourquoi on a parlé justement des arts coutumières? Parce que c'est vrai, justement, tiens, ça tombe bien. Joannick, ton épouse et toi, vous êtes d'aires coutumières donc différentes. Donc toi, tu es Halatu et elle, c'est Haute-Mawap. Donc est-ce que vous parlez en fait quelle langue? Le français? Le français. Que le français? Que le français. Et après, par moment, on essaie de se parler en langue de Canada, quoi. Ah d'accord. Donc elle essaye quand même d'apprendre aussi le Halatu. D'accord. J'essaie de l'apprendre avec les mots que je sais prononcer. Donc John, c'est vrai que... Bon, après, c'est une question de choix aussi, mais généralement, c'est vrai que les parents originaires d'aires coutumières différentes, je dirais, font le choix aussi de parler en français. C'est un choix aussi après en français à leurs enfants. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le dépaysement par rapport à la langue, c'est une réalité au pays? Oui.
Oui, donc on a besoin d'apprendre la langue avec le terroir qui correspond à la langue. Ça renforce et ça sécurise les parents qui veulent parler en langue. Quand on a des jeunes enfants, c'est sûr que les membres de la famille qui sont plus à même à transmettre une langue, pour les parents qui travaillent ou qui ont des trajectoires de vie autres, c'est les grands-parents. Les grands-parents assurent cette continuité-là linguistique. Parce que souvent les grands-parents ne parlent pas le français ou très mal, donc ils vont parler systématiquement aux enfants en langue, et les enfants vont s'imprégner. Il y a des enfants qui vont apprendre la langue, que ce soit des petits Kanaks ou autres. Moi, j'ai pu voir des petits-enfants qui ont grandi à Aix-en-Provence, mais qui ont grandi ici à Nouméa avec des nounous, qui sont des femmes Kanaks, et l'enfant parle le yaï, mais il est tout seul à parler le yaï parce qu'il parlait avec sa nounou. Et les parents sont européens, donc il y a aussi tout ce patrimoine-là dans l'éducation et dans la vie des gens où ça structure aussi, ça structure aussi les enfants. Puis après, il y a aussi au pays aussi la mise en place des LVK aussi, langue vivante kanak aussi. Oui, la mise en place des langues, il y a deux regards. Donc soit c'est le regard sur la réussite scolaire, soit c'est le regard pour des parents qui ne parlent pas la langue, de se faire apprendre les langues aux enfants par la filière école. Mais ça suppose que derrière, les parents, ils vont aussi parler en langue à la maison. Et pas uniquement réservé à l'école. Donc, messieurs, nous allons à présent découvrir un extrait donc, de l'épisode qui a été diffusé mercredi soir dans votre journal, un reportage de Vanessa Kédé. C'est par rapport à ce lieu où on est, on avait acheté avec mon père et que mon père il me poussait à venir monter une entreprise. Et le fait aussi de venir aussi utiliser notre bien ici sur la commune, et ça nous a permis, c'était le déclic qui nous a permis de rentrer ici déjà ici à la maison et de retrouver aussi un peu la famille ici pour pouvoir apporter notre expérience qu'on a pu acquérir durant ces années-là sur nos mères. Joannick, ça va faire 4 ans environ que tu es rentrée chez toi avec ton épouse, avec qui tu t'es lancée dans ce projet d'ouvrir ce snack. Tu dirais que votre projet occupe quelle place aujourd'hui au sein donc, de ta commune? Oh, c'est bon, déjà on est bien intégrés dans Les habitants du village et des tribus vous ont bien intégrés? Oui, nous ont bien intégrés. C'était un besoin déjà pour la commune. Et que voilà. Donc du coup, il n'y a pas eu de souci, c'est un projet qui a bien été accueilli par tout. Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui sont prêts à venir manger à la maison. Mais est-ce qu'il y a d'autres jeunes aussi de Kanala qui aussi... C'est facile quand on est un jeune de Kanala de se lancer dans un projet comme ça? Non, c'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices, mais voilà, il faut se lancer et puis il faut être courageux. Et puis toi, avec ton papa, vous avez aussi le terrain. Voilà. C'est un peu plus simple. C'est plus avantageux, quoi. John, qu'est-ce qui pousse au niveau identitaire ces jeunes à revenir travailler donc, dans leur tribu ou dans leur commune? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Souvent, c'est l'envie de changer. Ils changent de projet de vie. Ils estiment qu'à un moment donné, il faut retourner à la maison, essayer de développer certains secteurs. C'est aussi les opportunités qui s'offrent à une nouvelle génération. Le projet de Kanala, c'est une génération plus jeune avec des facilités. C'est pas aisé de revenir en tribu et de construire un projet socio-économique, mais c'est possible. Il y a une procédure, il y a un processus à respecter, mais que les jeunes, ils ont tout à fait leur place par rapport à des projets, notamment personnels ou familiales, ou avec leur compagne ou avec leurs frères. Il y a des possibilités de développement socio-économique en tribu. Et c'est un besoin aussi pour la jeune génération. Toi, Joannick, c'était vraiment important pour toi de revenir dans ta commune pour développer ce projet, en fait. Oui, c'est pour un peu aussi apporter notre pierre à l'édifice pour reconstruire la commune, quoi. Puis l'image aussi, on a une certaine image, c'est vrai, de Kanala souvent. Oui, après voilà, c'est comme ça. Nous, on essaie de changer l'image. Bien sûr. Alors, donc, je vous propose, messieurs, que l'on découvre enfin un extrait du reportage qui a été diffusé donc, ce soir dans votre journal, un reportage de Faustine Lefranc. J'ai décidé de venir vivre à Lifou en 2018
C'était aussi pour être au plus près de mes parents. Ils ont passé un certain âge, donc voilà, je voulais, voilà, quand ils sont vieux, j'avais envie de venir et puis rester avec eux, leur faire plaisir. On se retrouve là, les petits mondiales comme ça, en fin de journée, on se retrouve un peu avec les jeunes de la tribu pour faire des parties de pétanque, des matchs de volley, de football et tout. Moi, j'aime bien m'amuser, j'aime être avec les enfants, les jeunes aussi. Bon, après, il y en a qui préfèrent être plus dans délire fête et tout. Moi, ça va. J'ai juste envie de vivre une vie normale, mais heureuse. Donc, malgré son jeune âge, Océane a décidé de rentrer à Lifou en 2018, avant tout pour prendre soin donc, de ses parents. Et elle s'est ensuite, par la suite, donc, investie depuis auprès de la jeunesse donc, de son île. On comprend aussi qu'elle avait envie de vivre une vie, je dirais, normale, mais heureuse. Donc c'est vrai que pour une jeune, on se dirait que quand on a 25 ans, on est plus attiré par la ville. Bon, elle a fait ce choix. Bon, ça va tout un choix donc, familial, en fait, on va dire. Donc John, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, quand même, comme Océane, qui ont fait ce choix de vie, quitter la ville pour retrouver un mode de vie tribal? Entre les jeunes qui ont choisi consciemment de revenir en tribu et les jeunes qui se retrouvent en tribu par la force des choses et par une forme d'obligation, il y a moins. Mais il y a une catégorie de jeunes qui veulent retourner en tribu parce que la ville n'a jamais répondu à leurs attentes. Donc il y a ce cas de figure-là, ou bien le cas de Océane, où là c'est tout à son honneur, parce que retourner en tribu pour accompagner ses parents, c'est surtout pour accompagner les parents. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon de penser la transmission, l'intergénérationnel, qui est de dire ma place est auprès de mes parents, et non pas, c'est pas à la famille de prendre en charge mes parents. Donc il y a aussi une prise de conscience d'Océane sur son rôle en tant que fille, d'assumer ses responsabilités en tant que fille de ces parents-là et puis de leur rendre quelque part ce qu'ils lui ont donné jusqu'à ses 25 ans. Donc c'est un choix assumé mais difficile quand même. Et les jeunes qui veulent rentrer chez eux, en tribu ou dans leur commune, mais qui n'ont pas de travail, est-ce qu'on peut dire que ça représente un frein justement à cette réappropriation d'identité ou pas du tout? C'est difficile, parce que pour une majorité de jeunes qui retournent en tribu, c'est des retours par défaut. Soit ces jeunes-là n'ont pas accès à l'emploi ou n'ont pas accès à des formations, ou ont mis fin à des formations ou des parcours de formation. Donc la tribu n'est plus que leur seul lieu où ils ne sont pas soumis à des regards ou à des reproches de la société. Donc la tribu, c'est aussi, risque par moment, depuis quelque temps c'est un peu le cas, d'être le lieu où les jeunes se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes et où il n'y a plus de personnes référentes pour pouvoir leur expliquer comment vivre en tribu. Parce que il y a aussi une génération de jeunes Kanaks qui ne savent pas ce que c'est que vivre en tribu. Ils pensent que la tribu, c'est un quartier du Nouméa à Grand Nouméa et qu'on va se comporter comme si on était à Nouméa à Grand Nouméa. Joannick, toi qui as grandi en brousse, en fait, j'imagine que tu peux comprendre en fait, ces jeunes qui ont besoin de rentrer chez eux. Oui. Toi, tu as toujours su que tu allais rentrer travailler chez toi? Oui, j'ai toujours su que j'allais rentrer parce que c'était déjà préparé depuis que j'étais petit. Et le fait de retourner, voilà, comme on disait tout à l'heure, pour nouer les liens. Donc, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous.